S'il est vrai que le temps s'écoule de manière uniforme pour tout le monde, indifféremment de notre perception, autrement dit qu'une année reste une année pour moi, pour vous et pour tout le monde, le fait est malgré tout que nous avons tous une perception individuelle du temps qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une perception individuelle du temps qui passe? Eh bien ça veut dire qu'on ne perçoit pas tous le temps s'écouler à la même vitesse. Alors, je vais vous donner l'exemple classique. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Si elle vous plaît, si elle vous intéresse, vous aurez l'impression que le temps passe vite. Et si elle vous ennuie, vous aurez l'impression que le temps passe très lentement. Donc ça, c'est la distinction que Bergson effectue entre le temps objectif et le temps subjectif. Et ce temps subjectif, c'est-à-dire la perception individuelle que nous avons du temps qui passe, c'est ça que Bergson appelle la durée. La durée pour la distinguer du temps, qui est une mesure objective, là où la durée est une mesure subjective. Évidemment, ce temps subjectif, cette durée, nous en faisons tous l'expérience tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes en train de passer un moment de plaisir, de joie, et à ce moment-là, c'est comme si le temps n'existait plus pour nous. Le temps ne sera pas pour nous ici un objet de conscience, un objet de pensée. Quand on pense au temps qui s'écoule, c'est déjà qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Et donc il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, le temps nous paraisse s'écouler lentement. Alors qu'au contraire, lorsque nous sommes en immersion dans ce que nous faisons, à ce moment-là, le temps n'existe plus pour nous. C'est pas que le temps est passé plus vite, puisque pour les autres il s'est écoulé à la même vitesse, c'est simplement que notre perception du temps a été altérée par la manière dont nous étions impliqués dans ce que nous faisions. C'est pour ça que le meilleur moyen de lutter contre l'ennui, c'est de faire un exercice de focalisation, c'est-à-dire de concentration soutenue sur chaque détail qui se présente à vous. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Quand vous vous ennuyez, partez à la chasse aux détails. Et dès que vous voyez un détail, essayez de faire un zoom sur lui. Et vous allez voir à ce moment-là que tout devient intéressant. Et c'est comme ça qu'on conjure l'ennui, en trouvant un objet sur lequel soutenir notre attention. Donc cette conception du temps, cette conception subjective du temps, que Bergson appelle la durée, on peut dire qu'elle n'a strictement rien à voir avec la conception objective du temps. Une soirée avec votre bien-aimé n'équivaut pas à une soirée en réunion avec votre patron. On est bien d'accord. Après, ça dépend de ce que vous faites avec votre patron, et vous comprenez l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Bergson, il est philosophiquement fautif de ne pas opérer cette distinction entre le temps objectif et le temps subjectif. C'est philosophiquement fautif parce que ça revient à nier une composante essentielle du temps, et cette composante, c'est la perception. Pour Bergson, la durée est une affaire de perception. Et même si la perception a besoin d'un objet à percevoir, c'est-à-dire même si la perception que l'on a du temps ne peut pas être totalement séparée du temps objectif, en réalité, la perception que nous avons du temps a une valeur beaucoup plus importante que le temps lui-même. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous vivez relève toujours de votre perception. Quand vous dites à votre enfant qu'il aura un cadeau s'il est sage le 25 décembre, et que le 25 décembre c'est dans 4 mois, je peux vous dire que ces 4 mois vont lui paraître extrêmement longs. Ça va lui paraître extrêmement long déjà parce que vous aurez fait naître chez lui l'impatience, et que l'impatience c'est précisément une perception étirée du temps, et aussi parce que l'enfant, parce qu'il a vécu moins d'années que vous, n'a pas le même rapport à la temporalité. Un enfant de 8 ans, pour lui, 1 an, c'est 1/8 de son existence. Alors que si vous en avez 40, bien 1/40 de votre existence, ça paraît assez court. Donc c'est ça que je veux dire quand je parle du caractère relatif du temps, c'est-à-dire le fait que la perception que l'on a du temps va dépendre de facteurs qui ne sont pas directement liés au temps comme phénomène objectif. Donc pour résumer ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, on est parti du fait que le temps était un objet philosophique extrêmement complexe et difficile à définir, et pour éclairer ce concept, Bergson propose de distinguer le temps objectif, c'est-à-dire une représentation physique, mathématique et spatiale du temps, et ce temps physique se distingue de ce que Bergson appelle la durée, qu'on pourrait appeler le temps psychologique qui est d'abord un phénomène lié à notre perception. Alors, on avance un peu dans la conception bergsonienne du temps,
Et on va introduire une notion très importante pour préciser ce qu'est la nature du temps, ou en tout cas du temps perçu, du temps dont nous faisons l'expérience de manière subjective. C'est la notion de mémoire. Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je disais que, selon saint Augustin, le passé n'existe pas. Et j'ai ajouté, le passé n'existe pas autrement que sous la forme du souvenir ou de la trace. Du souvenir ou de la trace, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une tache de vin sur votre chemise blanche, bien la tache va vous rappeler que, par le passé, vous avez fait couler du vin sur votre chemise. La tache va venir représenter la trace de cet événement passé. Et donc, cette trace, elle se perpétue elle-même dans le temps. La trace, c'est le prolongement de l'événement passé dans le temps. De la même façon, le souvenir, c'est le prolongement de l'expérience passée dans le temps. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on a tendance, souvent, à reconstruire les souvenirs très différemment de la manière dont les événements se sont produits en réalité. Le souvenir n'est jamais une copie de la réalité. Le souvenir est toujours une réécriture de la réalité. Et souvent, le souvenir va lui-même comporter la trace de la perception que l'on a eue de l'événement. Si vous avez eu un événement traumatisant, il est possible que votre souvenir mette l'accent sur ce traumatisme, alors qu'au contraire, si vous avez vécu une situation heureuse, de joie ou de plaisir intense, eh bien le souvenir va lui-même être le véhicule de ce plaisir dans le présent. Tout ça pour dire que lorsqu'on dit que le passé n'existe pas ou qu'il n'existe plus, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Le passé est toujours là. Il est toujours là sous la forme de la trace, sous la forme du souvenir. Il est toujours là sous la forme de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? Eh bien, c'est l'accumulation d'expériences dans le passé qui conduit à la réalité présente. Nous sommes tous le produit d'une histoire. Ce que vous êtes maintenant, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit, c'est le résultat de tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Donc d'une certaine manière, nous devrions tous remercier notre passé pour avoir fait de nous ce que nous sommes. Parce que sans ce passé, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous serions quelqu'un d'autre. Donc de ce point de vue-là, et toujours à travers la notion de mémoire, il est possible de dire que le temps, c'est la conservation du passé dans le présent. Conservation du passé dans le présent, on pourrait dire conservation du passage dans le présent. Parce que le temps, c'est d'abord un passage. C'est le phénomène par lequel on passe d'une situation à l'autre. Et que vient faire la mémoire là-dedans ? Eh bien, elle vient rassembler dans notre esprit les différents moments de notre évolution qui a conduit à ce que nous sommes dans le présent. Si tout à coup vous perdez toute mémoire, vous ne saurez plus qui vous êtes. Vous aurez oublié jusqu'à votre propre identité, jusqu'à votre propre nom. Parce que c'est la conservation grâce à la mémoire de tout ce que vous avez vécu qui vous permet de savoir qui vous êtes. On ne sait pas qui l'on est si l'on n'a pas la mémoire de ce que l'on a vécu. Donc de ce point de vue-là, la mémoire, c'est le ciment de notre conscience de soi. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de conscience de soi. Et s'il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas d'identité. Donc nous sommes ce que nous sommes grâce à la mémoire. Grâce à la mémoire et donc à la mémorisation de ce que nous avons vécu. Et en même temps, et vous allez voir que c'est un nouveau paradoxe, si le temps est intimement lié à la notion de conservation, il est tout autant lié à la notion de transformation. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est la condition pour que nous puissions évoluer. Le temps, c'est ce qui nous permet de changer. Comment pourrait-on changer sans en avoir le temps ? Ce serait comme vouloir se nourrir sans avoir le droit de manger. C'est compliqué. Le changement présuppose le temps précisément parce que le temps, c'est une puissance de transformation. Pour l'illustrer, je vais prendre un exemple extrêmement simple que vous avez tous déjà vu. C'est, vous savez, ce qu'on appelle les avant-après. On prend deux images, on les met côte à côte et on observe les différences. On observe les changements qui se sont opérés d'une image à l'autre. Alors on retrouve beaucoup ça dans les défis sportifs, notamment musculation. Puis on regarde les deux images et on se dit, mais il y a eu une transformation radicale entre les deux moments. Et qu'est-ce qui a permis cette transformation ? Qu'est-ce qui a permis cette métamorphose ? Eh bien, c'est le temps. Finalement, ce qui est sans doute le plus important dans ce avant-après, c'est précisément ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qu'il y a entre
la première photo et la deuxième photo. On montre le avant et le après, alors même que ce qui a rendu possible cette transformation radicale ne nous est pas montré. C'est bien le temps entre les deux photos qui a permis d'obtenir la transformation qu'on a sous les yeux. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on ne voit pas. C'est amusant. C'est amusant que, pour illustrer ce que sont les effets du temps, on nous montre tout, sauf le temps qui a fait son œuvre. Autrement dit, pour illustrer le temps, on nous montre les effets du temps. Et quels sont les effets du temps? C'est le changement, c'est l'évolution, c'est la transformation, la métamorphose, qui peut être rapide, qui peut être lente, qui peut être continue ou discontinue, qui peut être régulière ou irrégulière, mais dans tous les cas, le temps ne se matérialise dans la conscience que sous la forme du changement. Le temps ne nous est pas dévoilé à travers ce qu'il est dans sa nature, le temps nous est représenté à travers les deux extrémités de l'intervalle à l'intérieur duquel il s'écoule. Donc si le temps existe bel et bien, si le temps est effectivement une réalité, il l'est d'abord en tant que puissance de transformation, il l'est d'abord en tant que condition de la métamorphose, et finalement on retiendra de ce que nous dit Bergson que le temps c'est aussi et surtout ce que nous en faisons. Le temps est d'abord ce que nous en faisons. Si vous n'en faites rien, si vous restez assis et que vous attendez que le temps passe, il y a des chances pour que ce temps vous paraisse très long, il y a des chances pour que vous sombriez dans l'ennui, il y a aussi des chances pour que le souvenir que vous aurez de votre passé ne soit pas de nature à vous aider à vous projeter dans l'avenir. À l'inverse, si pour vous, chaque seconde qui s'écoule est une nouvelle occasion d'évoluer, occasion de vivre, et à ce moment-là, le temps ne sera plus votre adversaire, comme dit Baudelaire, mais il deviendra votre allié. Il deviendra votre bien le plus précieux. Et si l'écoulement continu du temps est pour vous une source d'angoisse, si vous aimeriez détenir la télécommande qui permettrait de mettre le temps en pause, bien dites-vous que lorsque le temps est en pause, nous n'existons plus. Car nous ne sommes plus là pour assister au spectacle de la métamorphose. Nous ne sommes plus là pour assister à ce qui constitue l'âme de la réalité, qui est cette transformation permanente dont nous faisons partie et à laquelle nous participons. Et c'est parce que le temps nous est compté, c'est parce que le temps ne nous attend pas, qu'il est de notre devoir de faire vivre le temps.